Chères auditrices, je vous souhaite bien le bonjour ou le bonsoir à votre guise. Bienvenue dans l'émission Entre nous, n'est-ce pas qu'entre nous on se dit tout? J'ai intitulé le sujet de l'émission d'aujourd'hui « Quelle relance pour la période post-Covid? Comment nos entreprises se reconfigurent-elles? Quelle implication pour le marché d'emploi? Nos écoles font-elles partie de la danse? Nos étudiants sont-ils à même de relever les défis de demain? Ont-ils l'esprit de l'initiative ou se contentent-ils du tableau noir? Comment nos entreprises préparent-elles l'école de demain? Quel enseignement tirons-nous de la pandémie? Comment la digitalisation et le télétravail ont-ils façonné notre monde professionnel? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois toute jeune invitée Manal Amziguiou, une jeune étudiante en génie industriel de 21 ans, génémiste. En attendant de donner la parole à mon invité, je vous fais part de mon édito. Le méchant virus nous a eus, tombé du ciel chinois comme un dragon, belle facture, une économie mise à mal, le moral, parlons-en ailleurs, là où il serait juste d'étaler la confiture de son cœur. De cette chaise longitudinale, branchée à un psy désœuvré, ici on va parler argent, un tabou d'une autre espèce. Si on en parle, c'est qu'il n'en reste plus. Bien sûr, faut-il que je vous secoue pour que vous daigniez me prêter une oreille. Vous avez saisi ma parade. Notre économie bat de l'aile. Bien sûr, pouvez-vous aller vous réchauffer, insupportable que vous êtes, dans ce cataclysme mondial qui est tout autant saignant. Toujours ce besoin mortifère de se comparer aux autres, ou serait-ce que quand cela vous chante. Bien sûr, pouvons-nous aligner le grand vocabulaire par l'exception marocaine eu égard de la gestion première rigoriste et prussienne du Covid de par le Maroc, bien que cela ait tongué un beau jour de fête. Et c'est plutôt nos analyses qui ont saigné en mauvaises statistiques. Et des masques, on en a fait, en gros débit, jusqu'à masquer de nos manquements, et jusqu'à déborder sur nos pays africains. Alors que chacun pour soi, Covid pour tous, faisait fureur de l'autre côté de la Méditerranée, il est des choses que nous avons bravement réussies, rajoutant à notre bonne fierté de ces aides allouées un temps à nos franges fragiles, de se contraindre de fermer boutique qui tournent à 1000 misères par heure, de se renvoyer pour cause d'un budget amoindri, bref, des fermetures-ouvertures qui ont allumé les voyants de la colère. Puis des découvertes qui nous ont arraché les yeux, à l'exemple du secteur informel que nous mésestimions, de notre assiette fiscale assez menue, mieux, et merci à ceux qui y échappent un poil d'ironie. Les gaps sociaux qui vont se creusant, de ces Marocains mauvais payeurs d'impôts, de la paresse de nos entreprises et leurs petites ambitions, du secteur public qui mange dans les recettes de l'État, mais pour quel résultat? Bref, nous nous sommes remis en question, d'autant que le monde est appelé à se serrer la ceinture. Bien sûr, il y eut d'autres horizons pour substituer ce mauvais ciel pandémique, le télétravail, la digitalisation. Là où, par contrainte, nous avons enregistré un pas majeur. Si les pays lointains peuvent user de leur planche à billets pour reprendre la courbe de leur croissance, notre inflation ne peut l'entendre de cette oreille. Si le recours à la dette est chose faite, et les exigences qui vont avec, clin d'œil à notre notation confiance, un tantinet gratiné, nous reste notre capital humain, doublé de nos idées, si l'on est pour donner un coup de branle à notre économie. Quelle relance? Avec quels moyens? Manal Amziguiou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très très honorée de faire part de votre émission. Donc, je suis Manal Amziguiou, 21 ans, étudiante à l'école Mohammedia d'ingénieur, génie industriel et aussi membre du comité organisateur de la 27e édition du Forum EMI Entreprise. Donc, je voulais vous parler un petit peu du Forum EMI Entreprise. Donc, le Forum EMI Entreprise, c'est le premier forum de type école entreprise au Royaume, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et cette édition, on est dans notre 27e édition et c'est pour la première fois dans l'histoire du forum que ça tiendra une édition à 100% digitale, virtuelle, en collaboration avec la plateforme C-Cube. C'est une plateforme qui est en relation avec tout ce qui est stand virtuel, déjà testé par plusieurs forums en ligne, des très très grandes écoles de commerce et d'ingénierie en France. Et ça tiendra aussi, le forum, bien sûr, ça tiendra le 26, le 27 et le 28 mai 2021. Et on espère recevoir beaucoup des étudiants. Ça sera une opportunité pour eux de contacter, d'être en contact, d'être en communication avec des responsables de très très grandes entreprises, des multinationaux, des nationaux aussi comme l'OCP, Lafarge, les banques comme BMCI, Deloitte, donc des entreprises de différents secteurs
et bon, et c'est tout. Et ben voilà, je vois que j'avais même pas besoin de vous demander de vous présenter, de présenter votre projet, que vous l'avez fait de vous-même. Moi, j'aime bien les gens qui ont de l'initiative, et puis ça fait que vous confortez davantage dans la façon de faire qui est vôtre, parce que j'estime à travers vous passer un message à la jeunesse. Hein. Et je vais vous demander de faire pareil, parce que je vais faire une petite digression, parce que je vois en face de moi une personne qui est pleine d'ambition, qui a fait montre de prise d'initiative, hein, devant le monde qui nous regarde, et bien sûr sa collègue qui est là dans les coulisses à nous regarder, qu'on félicite aussi, hein, Lania Al-Khasmi. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, quand je vois une jeunesse, rappelons que nous sommes un dimanche matin et que la plupart de nos jeunes à cette heure-là peut-être font la grasse matinée, alors qu'il y en a d'autres qui œuvrent pour leur futur et que, comme je l'ai dit, et bien sûr, ça va être l'occasion pour moi d'éclaircir un point. Quand je dis qu'il y en a des jeunes qui se contentent du tableau noir, c'est toujours le tableau noir du professeur, bien sûr. Oui, c'est une expression un peu archaïque parce que maintenant, comme vous allez me dire et me reprendre, tout est digitalisé et puis le tableau n'est plus noir, le tableau, au pire, il est blanc et puis il a pris quelques touches de jeunesse. Mais j'ai envie de dire aux jeunes, hein, parce que moi j'en sais quelque chose, pour ceux qui se contentent que de leur cours, hein, faisant ça brièvement, ou bien qui sont là dans une passivité, dans une permissivité extrême. On va prendre ce que le prof daigne voir. Oui. Pas d'initiative, hein, la chose dont vous avez su faire montre. On va voir d'ici là, quand on va être diplômé, c'est là où on va commencer à s'intéresser, à chercher une place dans ce monde de travail qui devient très exigeant, comme nous allons le voir, et qui nous regarde peut-être d'en haut. Alors, je vais vous demander bon, c'était un peu, c'est pas une crise de nerfs que je suis en train de taper contre notre jeunesse. On les aime bien pour leur parler sur un ton un peu prussien, pour faire honneur à mon expression. Et puis, je vais peut-être être un peu méchant, mais j'ai horreur des gens qui foutent rien. Et puis, passez-moi l'expression, même si ça a plus de sens peut-être pour une oreille qui soit jeune et qui aime les mots un peu crus. Alors, je vais vous demander avant de passer un message à notre jeunesse. Et bien sûr. Donc, pour les jeunes... Pour les encourager, pour que ces jeunes-là puissent se réveiller de leur mort, oui, bien sûr. Torpeur. Donc, je vous encourage tous à participer à la vie associative. Par exemple, moi, j'étais une stable étudiante en génie industriel, mais dès que j'ai vu le forum, c'est là en fait que j'ai vu que c'est une opportunité à ne pas rater, parce que ça te permet en fait de se différencier des autres. Ça te permet en fait d'acquérir de très très plusieurs en fait expériences, des expériences en relation avec le monde professionnel ainsi que personnel. Ça te permet en fait de savoir gérer une équipe, de savoir se gérer soi-même, savoir gérer ton stress et tout. Ça te permet aussi d'être en contact avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de responsables, des ministres, parce qu'on fait aussi des interviews parfois avec des ministres. Donc ça te permet en fait d'élargir ton réseau de 1 et aussi d'être d'être à jour avec le monde professionnel et ça, je pense que c'est une opportunité à ne pas rater, et j'invite tous les jeunes qui nous entendent à participer à la vie associative parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Très bien, moi je pense que le message a le mérite d'être clair, et puis que nos jeunes puissent trouver là un élan d'initiative et de bonne volonté pour faire bien plus qu'on leur demande. Et puis, question plus à point, est-ce que l'initiative, parce que là j'essaie de faire un parallèle avec ce que vous faites pour votre compte propre, avec cette visée ou bien cette volonté qui émane de vous, de votre propre initiative, et celle de l'école, parce que j'estime que l'école aussi fait, je ne sais pas pourquoi j'allais dire les mains et les pieds, peut-être bien lui fasse, si elle fait tant d'efforts l'école, c'est-à-dire de pousser ses étudiants à être dans le parascolaire et pas que dans le scolaire. Est-ce que pour ce qui est de vous, par exemple, est-ce que c'est parti de vous aviez su voir avant que ce soit trop tard, parce qu'il y a des gens qui sont dans ce schéma-là et que je souhaite à personne. Est-ce que c'est parti de votre propre intelligence, j'allais dire, pourquoi pas, parce que bon, il y a une prévoyance, il y a une projection dans le futur. Est-ce que c'est venu de vous ou bien c'est plutôt votre école qui vous a... Pour être honnête avec vous, c'est parti de moi, parce que le forum Miami Entreprise a toujours été un rêve pour moi. Donc, une fois que le recrutement a été pris, donc j'étais hyper intéressée et hyper en fait passionnée et très excitée de faire partie je dirais, l'élite
parce que c'est pas n'importe qui joue à notre comité. Donc pour moi, c'était une opportunité à ne pas rater, parce que ça va me permettre en fait de voir beaucoup de choses et d'expérimenter beaucoup de choses. Et donc c'est parti en fait de base Très de bien. moi. Et j'aime bien le mot dont vous avez fait usage, celui d'élitisme, parce que, bon, moi j'estime comme vous, peut-être que vous allez me rejoindre sur cette idée, qu'il faut tirer les gens vers le haut. Bien sûr. On veut bien la démocratisation de la pensée ou bien du savoir, tout ce que vous voulez, mais il faut participer, tant que nous pouvons, de tirer les gens vers nous, plutôt que faire déjà, par exemple, la dégringolade, si j'ose dire, vers eux. Et bien sûr, comme vous avez mentionné, si j'ai bien compris, il y a une espèce de fierté de faire partie d'un comité qui est peu nombreux, de gens qui sont prédestinés et qui valent le coup. D'accord, et bien parfait. Donc là, nous allons mettre le cap sur la première question que j'ai préparée pour vous. Alors, la relance post-Covid. Oui. Bon, le Covid, on sait que c'est le méchant virus, c'est le dragon, comme j'ai dit, c'est le dragon chinois, c'est la bête noire, c'est un virus qui nous a enquiquiné, qui nous a fait voir la vie d'un côté sombre. Et puis, moi je me dis que le Covid a servi aussi de bouc émissaire. Ça veut dire qu'on s'est servi du Covid pour tout lui mettre sur le dos. C'est-à-dire que il faut dire, et sans ménagement, que le Maroc, puisque nous y sommes, souffrait déjà avant la période Covid d'un problème structurel au vu de son économie. Et moi j'ai des chiffres alarmants pour vous. Ça veut dire que quand on entend, et c'est là parce qu'on dit que le Covid il a mis à nu notre société. Quand on entend les chiffres alarmants et catastrophistes de ceux, par exemple, des personnes qui sont dans l'informel, qu'on entend que 79% de l'emploi c'est de l'informel, ça participe à 11% du PIB, alors que ces gens-là échappent au fisc, à l'assiette fiscale, j'allais dire. C'est-à-dire que comptons à élargir, on entend ce discours depuis longtemps, et qu'il y en a d'autres, par exemple, nos pauvres salariés dans le secteur privé. Je pense que plus tard vous allez en faire partie, ou bien ça dépend de quel côté vous allez pencher, qui représente que, par exemple, 10% de la population active. Aussi, il y en a 1% des sociétés privées seulement qui participent à 80% de nos impôts, donc une pression sociale énorme. Donc il y avait des problèmes. C'est pas que le Covid, il y a eu, si vous voulez, une mise à nu. Il a juste aggravé la situation, on peut dire. Il a aggravé. Alors vous, bien sûr, vous allez troquer maintenant votre casquette d'ingénieur génie civil ou industriel. Industriel. C'est à chaque fois que je m'en mets les pinceaux. Industriel avec celle d'économiste. Parce que vous, j'estime que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vous voulez avoir une vue un peu exhaustive et globale de ce qu'est le monde, et vous n'êtes pas dans votre coin, vous ne faites pas un travail de technicien et de personne un peu narrow-minded, pour ne pas dire borné. Alors dites-nous un peu votre approche, comment vous voyez cette relance post-Covid, et qui est d'ailleurs le thème du forum EMI Entreprise. C'est le thème de la 27e édition du forum EMI Entreprise. Qui a sa 27e année. Oui, c'est-à-dire que l'EMI, elle a commencé bien longtemps à unir les étudiants et les entreprises. Oui, exactement. C'est très excellent. Comme j'ai bien dit, c'est le premier forum de type école entreprise au Maroc. Donc, pour la relance économique, déjà, cette pandémie a fait des ravages, comme on le sait tous. Cette crise sanitaire s'est accompagnée des répercussions en fait, négatives sur toute l'économie mondiale et aussi nationale. Et le Maroc, bien sûr, autant que pays, tout comme les autres pays, il a connu des pertes, je dirais, néfastes sur toute l'économie. Donc, suite à cette, étape ou cette crise alarmiste, donc le Maroc est en cours de recherche et en cours en fait de reprise pour aller de l'avant, pour permettre en fait une convalescence, je dirais, saine du tissu économique, et aussi pour une relance prometteuse de l'économie. Donc déjà le Made in Morocco, comme vous le savez, il a déjà en fait été testé et approuvé, et a fait en fait on a déjà vu en fait ses conséquences, et on a déjà vu ses fruits. Je dirais chercher, innover, créer des investissements dans ce cadre-là, a été en fait une stratégie qui a pu en fait relancer un petit peu l'économie marocaine, et le Maroc, en fait, notre royaume, nous encourage très fortement à investir dans ce domaine. Donc je dirais comme ça.
Eh ben, c'est très bien. Je pense que moi, je vais rajouter des chiffres parce que je vais encore plus obscurcir la donne pour donner un peu plus de droit et de légitimité et de pression. On a parlé de pression fiscale, mais il y a aussi une pression qui doit verser dans le sens où il faut que cette relance se fasse au plus vite, même si, bon, selon la dernière étude à laquelle j'ai eu accès, c'est que on dit qu'il faut bien des années avant que nous puissions retrouver notre PIB, celui que nous avions déjà. Mais rappelons quand même, parce que c'est vrai que nous sommes alarmistes et catastrophistes, mais il y a des chiffres qui nous prouvent, c'est que par exemple, il y a 25 000 entreprises qui ont fermé de manière définitive. Oui. Les dernières choses que nous avions entendues avant le Ramadan, c'était que, bien sûr, ce problème des cafés, des restaurants qui, jusqu'à la dernière minute, ont été sommés, intimés de fermer boutique. Et puis, disons qu'à cette heure-là, déjà, il y avait 25% de nos cafés qui ont fermé de manière qui ont mis les clés sous le tapis de manière définitive. Mais bon, on va pas voir que le côté noir de la chose. Il y a aussi, on a découvert un Maroc qui est prêt, ou bien qui a fait montre, qui a su faire l'exercice d'une certaine austérité, c'est-à-dire d'une certaine adaptation. Rappelons, pour ce qui est des masques, j'ai parlé un peu de cet égoïsme qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Je parlais bien sûr de l'Europe. L'Europe, et on parle de souveraineté européenne, mais il n'y avait rien. Il n'y a rien de ça, puisqu'on a vu en définitive que les pays, ils ont retrouvé leur esprit d'État-nation et que tout le monde s'est renfermé, s'est recroquevillé sur lui-même et sur ses besoins. Le Maroc a quand même réussi à faire à ce que ces masques chez nos pays africains, par exemple 8 millions de masques, médicaments et puis produits gel hydroalcoolique, etc. C'est-à-dire que nous avons en même temps essayer et puis réussir à satisfaire nos besoins à nous et puis les besoins qui se trouvent voilà, nous avons voilà. Donc ça c'est bien pour ce qui nous avons tracé un peu nous avons mis un peu en route ou bien en branle ce schéma un peu noir, un peu blanc, hein, soyons réalistes. Alors maintenant, nous allons mettre le cap sur la deuxième question que j'ai pour vous, c'est que on sait que cette crise, et c'est pas à nous de dire aux entreprises que bien sûr, il est des choses, vous avez parlé tout à l'heure de digitalisation. Moi, je ne manquerai pas de mentionner aussi le télétravail, par exemple. On a su que les entreprises se sentent reconfigurées. Il y en a même des entreprises, par exemple, qui étaient dans des secteurs automobiles et puis autres, par exemple, qui ont fait ce qu'on appelle une réallocation de travail pour les masques, on a entendu parler des respirateurs artificiels, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un changement de donne. Alors comment vous voyez justement cette reconfiguration? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc de prime abord, je pense que cette crise est considérée comme étant un catalyseur pour de ce changement. Déjà les entreprises, la plupart des entreprises qui sont sorties, je dirais, vivantes de cette crise, se sont orientées vers une stratégie digitale, ou plus précisément, le télétravail. En fait, on a bien vu le fruit de ce télétravail. Surtout les entreprises, je dirais, la clé pour se sortir en fait vivant de cette crise, c'est en fait de faire preuve de vigilance, de flexibilité et aussi de résilience face à cette crise-là. Et en fait, le télétravail est juste un moyen qui a prouvé en fait la solidité du télétravail aussi et du contenu des entreprises et ses procédés de communication, de coopération et tout. Et c'est aussi un moyen, je dirais, un très très bon moyen en fait de mettre en fait les salariés, les collaborateurs des entreprises en sécurité et tout. Donc je pense que quand on a tous vu que ce télétravail a un avantage, aussi on a tous vu ses fruits dans tous les secteurs, je dirais. D'accord. Alors, vous faites bien de parler. On a parlé d'entreprise, on ne peut pas parler d'entreprise sans parler d'emploi et puis de problèmes structurels desquels nous souffrions même avant. Par exemple, nous pouvons même parler du sous-emploi qui est aussi grave et qui porte aussi un coup néfaste à notre économie et à sa régression. Et donc, bien sûr qu'il y a entreprise en ces périodes covidiques, nous parlons juste du licenciement. Et puis cette reconfiguration peut, et puis se doit, et nous le voyons venir, peut couper davantage dans cette masse salariale, alors que, bien sûr, les derniers chiffres en date pour ce qui est du chômage, c'est 12% quand même. Bon, 12%,
ça dépend de quel côté on voit ce chiffre et ça dépend de quelle confiance on crédite aussi ce chiffre. Donc là, j'essaie avec vous de voir des solutions qui soient d'un ordre pratique. C'est vrai que le Maroc, il a fait des choses pour ce qui est des entreprises. Le fonds de 220 milliards qui est fait en partie de crédit garanti et puis en autre en fonds publics destinés pour les fonds d'investissement stratégique, etc. Et là, vous faites bien de parler innovation parce que là, on voit que le Maroc a une vision quand même. Il y a une stratégie, il y a une façon de faire marocaine. Vous avez parlé du Made in Morocco. Je pense que vous parliez plutôt des produits, des services qui sont estampillés Made in Morocco. Mais il y a aussi une façon de travailler, je pense, qui est Made in Morocco dans le sens où cet argent qui a été alloué pour nos entreprises passe bien sûr par la gestion de la CGEM, et justement la CGEM, elle a fait à ce que si ces entreprises veulent bien bénéficier des crédits garantis, ils doivent faire montre d'une exemplarité fiscale. On les voit bien, on voit bien que les Marocains, ils sont mauvais payeurs d'impôts, par exemple. Malheureusement, on voit, il y a ce côté d'innovation qui doit être de mise dans le calendrier de nos entreprises. Il y a, par exemple, la digitalisation, bien sûr, et tant d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a des exigences. C'est-à-dire qu'on fait pas, on n'ouvre pas les vannes et puis on laisse couler l'argent à flot pour maintenir la barque. Alors, pour ce qui est de la reconfiguration, digitalisation, je sens que je vous ai déjà posé la question avant, et puis j'ai essayé de relier un peu votre secteur à ce qu'il peut faire pour cette relance, vous, les étudiants qui prennent un pas sur les choses et qui veulent se voir, qui veulent faire partie prenante de ce changement marocain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, et d'autant plus que, bon, là, je vais faire une petite confidence qu'on va rendre publique. Vous voulez bien plus tard être dans un cabinet de conseil. Et puis j'espère que c'est pour ça que je vous parle et j'estime que d'ici là, bien sûr, c'est un travail en amont à faire. Et aussi, j'espère pour vous que vous allez proposer et puis préconiser les choses qu'il faut faire plutôt que ce qu'il ne faut pas faire. Alors, comment voyez-vous, c'est-à-dire, votre branche de spécialisation et votre formation contribuer à ce Maroc futur qui est digitalisé, peut-être télétravail, innovation Je dirais, nous, en tant qu'ingénieur industriel, on a une formation un peu généraliste. Donc, on peut travailler dans plusieurs secteurs, genre la data, conseil, stratégie, tout ce qui est production, marketing, maintenance. Donc, on a cette formation généraliste qui peut nous faciliter le fait d'intégrer le marché un peu, je dirais, facilement. Donc, pour ce qui est, en fait, où est-ce que je me vois dans 5-6 ans, moi, je suis une personne qui est fascinée par tout ce qui est stratégie, conseil et audit. Donc pour moi, rejoindre en fait une multinationale, je dirais par exemple Ernst & Young ou McKinsey, c'est un rêve pour moi. Et j'essaierai en fait de contribuer de mon mieux pour la réalisation de toutes les tâches qui seront en fait à ma guise. Et je dirais comme ça, donc j'essaierai en fait de mieux, de faire mon mieux pour réaliser les tâches et aussi pour atteindre l'objectif de toute une entreprise aussi. Eh bien, tout ça, c'est prometteur. Alors, justement, nous avons parlé digitalisation, et moi, je veux bien appuyer cela par des chiffres ou bien par, selon une allocution du ministre de l'Industrie. On a fait de l'ami face au parti parlementaire quand il a dit que justement dans cette contrainte covidique nous avons gagné de 4 à 5 ans de digitalisation quand même, hein, et que bien sûr moi je veux pas être méchant mais bon il y a un adage qui est de l'autorité qui dit que voilà l'homme il faut le pousser un peu dans ses retranchements c'est-à-dire que on pouvait très bien se prendre être soucieux comme vous dites par exemple vous êtes dans la stratégie vous êtes dans la prévision des choses avant que ça n'arrive. C'est arrivé de cette façon, on a gagné 4-5 ans, mais si nous avions mis nos efforts et puis nos idées, puisqu'il s'agit bien d'idées à mettre en exergue, pour justement relancer, bon, le mot ne convient pas, mais pour justement mettre sur table un projet digital avec toutes les années qui nous ont précédés, nous aurions eu un avancement beaucoup plus grand. Vous avez parlé tout à l'heure du Made in Morocco. Bon, on ne va pas respecter le déroulé des questions que j'ai pour vous, mais pensez-vous que c'est facile du jour au lendemain, puisque je sais que c'est parmi les solutions qui sont proposées, et que souvent les choses qui sont sur papier, qui sont de l'ordre théorique, ont du mal à atterrir sur le terrain de la réalité.
Alors, moi, je veux bien prendre votre ambition avec toutes les mains possibles, mais dites-moi, comment voyez-vous justement ce pari, ce pari du Made in Morocco Ben, comment voyez la chose pour être honnête, je pense que c'est un peu difficile à se réaliser parce que déjà, lorsqu'on nous a, ben, je dirais, euh, les frontières, comment dire, enfermé? fermées, oui exactement, on a trouvé un petit peu de mal à, à faire beaucoup de choses parce qu'on est, je dirais, un pays qui a en fait des relations avec beaucoup d'autres pays, genre l'Europe et tout. Donc, lorsqu'on nous a fermé ses frontières, ben, on s'est trouvé dans une, je dirais, pas une guerre entre nous, Je vais vous mais demander de vous approcher un peu de ah, votre bien micro. sûr. Mais on s'est trouvé en fait dans une difficulté. Ben, nous, en tant que citoyens, donc, j'encourage tout le monde à acheter, par exemple, par exemple, des acheteurs marocains, des traditionnels, etc. De faire, par exemple, pour les gens qui ont, bien sûr, un investissement, un capital, ben, d'investir de nouveau, bien sûr, s'ils le peuvent. Donc, je pense que ça vient de nous. Le Made in Morocco, ben, je pense que si les citoyens marocains ben, se sentent motivés et bien sûr, ils ont la capacité, soit financière, soit, je dirais, morale, à réaliser cela, ben, je pense que ça va servir au pays, ça va servir au développement du pays, je dirais. Et parce qu'en fait, le Made in Morocco, ça vient de nous. Parce que l'État a beau faire des trucs pour nous, ben, je pense que si ça vient pas de nous, on peut pas en fait développer le pays, on peut pas améliorer en fait ses conditions. D'accord, très bien. Et puis, moi, je vais faire un court-circuit, parce que un court-circuit avec ce qui se passe, partant du Made in Morocco, avec ce qui ressort de nos initiatives, parce que la dernière fois, j'ai eu l'occasion de recevoir votre camarade, Shaiman Ahmed, Enactus, et puis on avait parlé de ce projet Greenwash, et puis, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que quand je reçois quelqu'un qui me parle d'un projet, j'essaie d'avoir un suivi et puis de le relancer de temps à autre pour voir où est ce projet, est-ce qu'il a débouché sur les résultats escomptés, est-ce qu'il y a un blocage, etc. Donc justement, quand vous pensez Made in Morocco, moi je ne peux que me réjouir de voir des jeunes, par exemple, dans parce qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, ou bien il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que les PME, TPE et les grandes, il y a aussi des initiatives qui proviennent, par exemple, d'associations. Enactus, par exemple, je pense qu'elle a fait un bon travail quand elle a mis sur pied un prototype de greenwash, bien sûr, et parmi les paris futurs que nous avons, mis à part la digitalisation, innovation, etc., il y a aussi l'économie verte. Et je pense que cette machine, elle penche. Bon, je ne suis pas en train de leur faire de la publicité, mais je pense quand même que c'est mérité et que voilà une idée qui éclot de par la capacité de jeunes mis ensemble pour œuvrer pour le bien de leur pays et je trouve ça parfait. Bon, il leur reste maintenant de trouver des incubateurs parce que je suis le dossier de très près et il y a la compétition d'après la dernière nouvelle que j'ai eue ils sont pas encore arrivés à se rassembler avec parce que c'est une compétition, hein. Chaque groupe a proposé un projet qui tient. Donc on attend toujours, mais je ne peux que me réjouir. Mais bien sûr, moi, ça m'a un travail de ouf. voilà. Réalisé, oui. D'accord. Quand vous avez parlé Made in Morocco, j'ai tout de suite pensé à ça. Parce que des fois, c'est des petites initiatives. On m'a parlé aussi d'une application agricole qui est là au service de l'agriculteur pour lui faciliter un tas de choses. C'est-à-dire, même ces gens dans des régions qui sont reculées, qui sont pas connues pour être qui sont pas connus pour être de bons manipulateurs de la chose digitale. Mais bon, ça prend, etc. Mais c'est-à-dire pour le Made in Morocco, est-ce que vous pensez que le Maroc, bien sûr, on attend toujours la catastrophe, c'est par manque de vision et c'est bien dommage. Mais en ces périodes difficiles, c'est-à-dire avec la reprise, est-ce que vous pensez que ça va être un pari facile de faire du Made in Morocco avec la mondialisation et tout ce qui va avec? Ben, je pense que ça sera bien sûr difficile au début. Mais avec la volonté et le travail, je pense que si on veut un peu, hein, c'est ma devise dans la vie. Donc si on veut un peu. Donc ça nécessite beaucoup de travail, comme j'ai bien dit, et beaucoup de volonté, et beaucoup d'investissement, et beaucoup, je dirais, bah, beaucoup de choses pour le réaliser. Mais je pense que ça sera possible en fait avec ce que vous avez dit, la digitalisation en fait. Cette crise a été, je pense, un catalyseur de changement. Euh,
il nous a montré en fait que nous, en tant que pays, donc on peut faire en fait beaucoup de choses avec bien sûr nos ressources humaines et tout, donc on peut faire beaucoup de choses avec cela. Donc je pense que ça sera peut-être réalisable. Mais on l'espère, hein, d'accord. Et toujours pour le Made in Morocco, parce qu'au début de mon préambule, j'ai évoqué cette problématique, mondialisation versus souveraineté, entre guillemets, et que tous les États sont devenus des États-nations, sont fermés sur eux-mêmes, etc. Et que maintenant, peut-être, parce que nous avons connu de graves problèmes, hein, même pour les pays que nous créditions d'un minimum ou d'un maximum de performance ou de capacité à gérer des crises et autres. On a vu par exemple qu'on a fait mieux que la France, par exemple que le Chili même a fait mieux que la France, oui, que pour ce qui est des vaccins, soyons des masques et beaucoup de choses. D'accord. Alors tout à l'heure quand j'ai parlé du Made in Morocco et mondialisation et cette façon malheureuse à nous de faire les choses un peu sur le tard, un peu par contrainte et qu'il faut vraiment qu'on soit enquiquiné et puis que nous recevions une bonne gifle, passer l'expression, avant que nous bougions. Par exemple, pourquoi je dis que c'est un peu difficile ? On a vu, par exemple, que ça a pris 10 ans quand on a signé nos accords de libre-échange. Sur les 56 accords que nous avions signés, il n'y en a qu'un qui valait la peine, et encore. Avec la Turquie, les 1200 produits qui ont été taxés, la levée de la barrière douanière après 10 ans. On a pris du temps quand même pour se rendre compte que nos petites entreprises, vous qui dites du Made in Morocco, on veut bien, mais il faut les aider, nos entreprises. Hein. S'il y a de l'autre côté une compétition qui est féroce, la Turquie, par exemple, le textile, ça fait ravage ici. Par exemple, on sait très bien qu'ils font des pratiques de dumping, ils ont des subventions, ils écoulent leurs marchandises ailleurs bien moins cher que chez eux. Bien des entreprises, ils ont fermé chez nous à cause de cela. Alors, est-ce que vous pensez, vous, parce qu'on parle d'entreprise et mi-entreprise, est-ce que vous pensez que l'État ne fait pas assez pour nos entreprises, ou bien que nos entreprises se doivent bouger d'elles-mêmes, ou bien que c'est les deux à la fois ? Comment vous voyez cette configuration ? Je pense que je ne suis pas très bien placée pour répondre à cette question, pour être honnête, mais je pense que c'est les deux. L'État, bien sûr, doit aider, et les entreprises aussi, bien, ils doivent travailler de plus en plus. Certes, ça sera un petit peu un problème, surtout en relation avec l'investissement, tout ce qui est en fait finance et tout. Mais je pense que ça revient aux deux acteurs, l'État et les entreprises. Je pense si bien sûr ils ont un compromis entre les deux, s'ils ont la chance en fait de faire genre un contrat ou quoi que ce soit, je pense que ça fera l'affaire. Eh bien, c'est haut de faire le pas. Alors, bien sûr, nous avons parlé des changements au niveau des entreprises, au niveau de l'État, bien sûr, qui doit commencer à faire des choses différemment. Et il doit y avoir une application aussi, cela va de soi, pour le marché d'emploi. Oui. Alors, bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans le sens où les jeunes, que ce soit les jeunes étudiants, à commencer par vous, par exemple, et aussi les jeunes employés qui doivent peut-être se remettre à jour, est-ce que vous pensez, au sortir de cette crise, quel genre de profil devant avoir, nous avons parlé de l'initiative, qui se doit être un attribut ou bien un qualificatif de nos jeunes et de leurs ambitions. Est-ce que vous pensez qu'un jeune étudiant, parce que vous êtes dedans, moi ça fait un moment que j'ai quitté la barque estudiantine, alors vous par exemple, un jeune étudiant de 21 ans, vous êtes en 2e année, est-ce que vous êtes bien sûr imprégné par ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, le monde du dehors, mis à part la qualité de l'initiative, est-ce qu'il y en a d'autres, des qualités qui peuvent servir à concourir à cette nouvelle marche post-Covid ? Quelles sont les qualités qu'un étudiant doit avoir aujourd'hui ? La qualité ? Oui, les qualités, les attributs, pour être honnête, on a tous en fait la même formation, donc il faut bien sûr se différencier. Comment se différencier ? Déjà avec cette crise et tout, donc on a eu l'opportunité en fait de voir d'autres, manières de se préparer et d'autres manières de se former, genre par exemple des certificats. Il y en a de EDX, Udemy, Coursera aussi. Nous, en tant qu'émistes, donc on a pu en fait avoir une petite collaboration, avec Coursera, donc on nous a permis en fait de faire des certificats gratuitement.
Et il y en a plusieurs en fait qui en a fait je dirais des dizaines de certificats dans n'importe quel domaine qu'ils veulent. Donc pour se différencier des autres. Donc une autre façon pour se différencier et pour être genre, je pense un bon profil pour les entreprises, c'est comme j'ai dit précédemment, de participer à la vie associative. Par exemple, nous, en tant que forum, donc, on a fait les mains et les pieds pour garantir en fait ce contact entre les étudiants et les entreprises. On a eu, bien sûr, malgré la crise et tout, on a pu joindre beaucoup d'entreprises, je dirais une quarantaine d'entreprises, pour faciliter en fait je dirais, ce contact entre les étudiants, pour faciliter aussi les entretiens, je dirais pour garantir l'accès facilement au marché d'emploi. Donc on a tout fait pour faciliter soit aux émistes, soit à tous les étudiants du Maroc, juste avec avec une simple inscription dans Cube. Donc vous pouvez en fait entrer en contact avec les entreprises qui y participent, de communiquer avec des grands responsables. On a aussi, par exemple, on a eu aussi la chance ne pas de recruter, mais d'être en collaboration avec Invest RH. Donc, c'est un cabinet de recrutement. Donc, il peut les aider, en fait, à se développer soi-même, je dirais, à perfectionner leur CV et tout. Donc, on a fait les mains à l'épice, je dirais, notre mieux pour faciliter, en fait, les étudiants. Et c'est tout. Donc je pense que le message a le mérite d'être clair, c'est-à-dire que s'il y a des points que j'ai retenus, c'est-à-dire qu'il faut sortir de son cocon, il faut sortir de sa zone de confort. Vous avez même anticipé la réponse sur l'une de mes questions, est-ce que l'école fait partie de la danse? Oui. Et quand on pense école, on pense bien sûr les éléments qui la composent, les étudiants par exemple. Et j'ai vu, malheur en a pris, quelques-uns par exemple qui se contentent de cours fondamentaux d'il y a 15 ans, alors que le monde a beaucoup avancé depuis. Beaucoup a changé. Et vous faites bien de dire une chose, c'est que vous vous contentez pas que des cours qui sont proposés par votre école EMI que j'estime être à la hauteur, mais que vous allez voir ailleurs, par exemple Udemy, moi c'est un site que je connais bien, et que vous pouvez de même avoir des certificats, à faire valoir sur votre CV, comme ça le recruteur, en parlant d'entreprise, quand vous êtes devant lui, il sait bien que vous n'êtes pas quelqu'un de paresseux, vous voulez aller plus en avant, vous avez cette curiosité qui est dans le monde d'entreprise. C'est quelque chose d'honorable dans deux sens. Donc dans ce sens, donc oui, pour l'école, elle fait partie de la danse, et c'est une façon peut-être. C'est une façon aussi parce que bon, j'estime que c'est un partenariat quelque part win-win entre les entreprises, les écoles et puis les étudiants. Et puis nous pouvons même verser la vapeur et dire que ce sont même les entreprises qui préparent l'école de demain, puisqu'elles deviennent plus exigeantes et plus sélectives. Oui, plus sélectives. Là, je veux rajouter une chose dont vous m'avez parlé en off, c'est-à-dire que après il se peut même qu'il y ait au bout de votre forum EMI entreprise des recrutements, c'est-à-dire des rencontres entre des lauréats et puis des chefs. Et puis des responsables RH, il y en a d'autres qui puissent qui puissent décrocher un stage. Donc on a compris qu'il n'y a pas une scission, qu'il doit y avoir un pont qui doit être dressé entre les écoles d'une part et les entreprises de l'autre. Et c'est une chose que j'espère généraliser pour le restant des écoles. Il n'y a pas que les écoles élitistes, entre guillemets, qui se doivent avoir, et puis aux autres aussi de s'inspirer de la chose. Alors une question que je vois défiler là devant mes yeux, là, pour ce qui est du défi de demain, et puis pour les étudiants est-ce qu'ils sont préparés, je vous ai posé la question sur les qualités que ceux-là, ou bien les attributs que ceux-là doivent avoir. Alors en rond, quelque part, parce que cette façon de faire, elle est très américaine quand même. C'est-à-dire que quand j'entends que on est dans une école marocaine et pourtant ces éléments, ou bien ces composantes par exemple, ne comptent pas que sur le prof pour leur inculquer le savoir, ou bien pour se former, c'est plus facile. Malheureusement, il y a des bruits qui courent et des préjugés que nous voulons, vous et moi, à notre niveau, casser. On les entend des jeunes, malheureusement, qui disent « Ah, vous savez, nous, quand on va finir nos études, on va travailler et nous reposer. » On entend toujours ça. C'est comme si, alors que normalement, mettant un peu de logique et de tempérance dans nos propos, c'est que, par définition, le travail, c'est encore plus sérieux que les études. Ça veut dire que l'on doit encore... Plus sévère, oui. Vous l'avez dit, que l'on doit faire plus d'efforts que ce qu'on a
eu coutume de faire. Que répondre à ces gens-là? Et là, c'est le deuxième message que je vais vous demander d'adresser à notre jeunesse. Mis à part réveillez-vous. Il n'y a rien de logique dans ce qu'ils disent. Hein. Déjà, juste en tant que stagiaire, je dirais, on sent en fait ce professionnalisme et ce tas de charges qu'on a. Juste stagiaire. Donc imaginez-vous entre des collaborateurs ou bien une fois à l'entreprise. Donc imaginez la charge de travail et beaucoup de choses qu'il y en a avec. Donc je pense que c'est pas du tout facile. Hein. Mais bon. Bon, je vous encourage, j'encourage tous les jeunes qui nous entendent ici, à se former de plus et à éviter en fait ces rumeurs parce que c'est que des rumeurs, ça n'a rien de vrai. Parce que l'entreprise, je pense qu'une fois entré dans une entreprise, on a recours en fait à avoir un autre monde. C'est pas en fait comme étant étudiant, bien sûr t'as beaucoup de free time si je dirais, tu as beaucoup de choses à faire, genre tu peux participer à la vie associative et tout, mais une fois entrer en entreprise et bien sûr une fois avoir un poste qui est bon, donc je pense pas que tu as beaucoup de temps de libre et tout, donc tout le travail se doit être fait à la main. Maintenant en tant qu'étudiant pour faciliter en fait le travail et faciliter les choses à venir. Je peux que te confirmer l'idée qui est tienne, c'est-à-dire que moi je suis dedans et que je suis peut-être mieux placé pour leur dire que vos préjugés, vos idées préconçues sont des stéréotypes. Oui, je sais, mais vous avez une bonne vision que je peux que confirmer à mon tour. C'est que si vous pensez que le travail est de tout repos et que vous êtes là pour passer un temps agréable avec vos collègues et ne pas se bouger, comme on dit familièrement, et vous allez vous retrouver vite largué et vite à la porte parce que nous sommes dans un monde qui est très exigeant et puis que nous avons parlé de taux de chômage tout à l'heure qui est élevé, qui est bien plus, j'estime, moi, j'ai un flair, comme vous, je suis marocain, je suis dedans, je sais comment les choses se trament et je sais pour ce qui est des gens qui sont désœuvrés. Donc, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes vite viré, parce que personne n'y est remplaçable. Eux, peut-être ils partent des années 60 quand on était 7 millions. Et encore, la formation à l'époque était bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc, la dernière question que j'ai pour vous, c'est vrai que nous l'avons effleuré d'un côté comme d'un autre, vous et moi. Quels sont les enseignements que nous avons tirés, selon vous, de cette pandémie? Et vous pouvez parler même à votre niveau, vous, étudiants. Qu'est-ce qui a changé? Parce que moi, quand je l'étais, je n'en ai jamais passé par une pandémie. Il n'y a pas eu de changement de donne ou de... Qu'est-ce qui a changé pour vous? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, malheureusement, notre vie universitaire, je dirais, a été massacrée de A à Z. Mais on a pu, en fait, grâce à bien sûr notre motivation et notre volonté, on a pu voir d'autres choses. Genre, comme je disais, on a eu la chance, en fait, de faire des certificats. Auparavant, ça a été genre quelque chose de très difficile à atteindre. On n'avait pas trop de temps à les faire. On était très, très loin de ce monde-là. Mais je dirais grâce à cette crise, on a pu en fait contempler aussi le côté, je dirais, certificat et tout, ce qui impose en fait ce qui importe vraiment dans notre carrière et tout. Je dirais aussi, on a vu aussi l'impact de la digitalisation dans tout ce qui est soit dans mon monde en tant qu'étudiante et aussi dans le monde professionnel et surtout en fait dans le domaine économique. Donc on a vu que la digitalisation, certes, nous en tant que Marocains, on n'était pas tellement intéressés, genre c'était quelque chose de très loin, pour être honnête avec vous, mais à cause de la crise, je dirais que la crise nous a poussé en fait à changer, à digitaliser nos plateformes, à digitaliser beaucoup de choses, aussi à changer notre manière de penser, à coopérer en fait, à coopérer et communiquer avec les autres d'une manière différente, je dirais. Par exemple, pour moi, certes la digitalisation a un impact crucial pour le développement de toute entreprise, mais je dirais aussi la communication et aussi la culture ancrée dans l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a une culture, je dirais, où tout le monde communique
avec ses collaborateurs, cette facilité de coopération, ces choses-là, ça n'a qu'un, ça n'est qu'un plus en fait pour l'entreprise et pour aussi pour les individus pour y travailler de façon, je dirais, saine et correcte et tout. Donc pour moi, l'enseignement, je dirais qu'on peut tirer de cette pandémie, c'est qu'il faut travailler de plus parce que cette pandémie, bien sûr, c'est pas encore arrêté, c'est pas encore fini. Ça peut en fait se reproduire de tôt ou tard. Mais je pense qu'il faut en fait travailler dans ce sens, dans tout ce qui est digitalisation, informatique, parce que c'est ça le futur. C'est ça. D'accord, et très bien. Je m'en veux pour preuve encore une fois c'est une chose de bon augure, comme quoi on arrive à concourir tant qu'on peut. Pour ce qui est de votre côté, de la marche du temps et cette relance post-Covid, je rappelle que pour ce qui est de l'édition de l'année dernière, elle n'a pas eu lieu justement parce que le présentiel ne pouvait pas avoir lieu et que voilà, vous aussi, parmi les enseignements, un petit échelle que vous avez tiré, c'est que là maintenant vous m'avez parlé d'une plateforme C-Cube qui est à l'exemple de Zoom et que à travers laquelle les uns et les autres vont pouvoir rejoindre leurs idées et leur bonne volonté. C'est que le train commence à prendre et que les choses commencent déjà à évoluer. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse le mot de la fin. Alors, si ma mémoire est bonne, vous avez, pour ce qui est de l'ouverture, c'est le 26. Le 26 de chez moi. Après, il y aura 3 jours de forum. Oui, le 26, le 27 et le 28. Le 26, le 27, le 28. Oui. Alors, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin. Pour ce qui est de moi, j'étais ravi de vous avoir. Merci, de vous avoir et votre collègue aussi. Je vois que vous êtes plein d'ambition. Très grande dédicace à elle. Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'on salue d'ici, elle est toute proche et que j'invite tous nos auditeurs et auditrices à saluer par la même et que moi, je ne peux que me réjouir de voir des jeunes qui sont ambitieux, qui ont l'esprit d'initiative et qui sont dans les paramètres de notre temps, dans les configurations à venir, qui sont prévoyants, qui sont déjà stratégiques, qui nourrissent enfin des appétits de stratégie et de prévision. Donc, pour moi, ce fut un bonheur. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Donc, ça fait un plaisir, monsieur, aussi pour moi. Donc, j'invite à tout le monde qui nous entend, qui nous voit dans cette chaîne-là, donc à y participer au Forum Emi Entreprise parce que, croyez-moi, c'est une opportunité à ne pas rater. Donc, comme monsieur Hicham vient de dire, donc le forum, ça sera le 26, le 27 et le 28 mai, en mode virtuel parce qu'on a fait une collaboration avec C-Cube. L'inscription est très simple et gratuite. Donc, il suffit, en fait, pour plus d'informations, vous pouvez, en fait, joindre notre page officielle Facebook Forum Emi Entreprise et aussi notre page LinkedIn. Donc, vous aurez toutes les informations en relation avec ce forum-là. Donc, n'oubliez pas, en fait, cette inscription et je vous invite aussi à voir nos lives, à voir aussi les présentations du DESA qui sera, en fait, le 27 mai. Donc, ce sera une opportunité à ne pas rater, une occasion pour vous, pour contacter, pour être en contact, pour être proche à vos prochains collaborateurs, je dirais, aux recruteurs des très très grandes entreprises participantes. Donc, je pourrais en fait citer quelques entreprises juste pour motiver les jeunes. Donc, il y en a l'OCP, Deloitte, L'Oréal, les banques genre PCI, Tijari Wafa Bank, le groupe CDG, on a aussi Menagim, Mazar, Procter & Gamble aussi. Donc, il y en a beaucoup des entreprises de différents secteurs. Oui, exactement. Merci, monsieur. Donc, il y en a plusieurs entreprises de différents secteurs. Donc, si vous êtes bien sûr élève ingénieur et vous voulez bien sûr être en contact ou procéder ou vous voulez par exemple un stage ou un emploi ou un CDI ou n'importe quel par exemple quelque chose, je dirais un emploi ou quelque chose comme ça. Donc c'est en fait l'occasion à ne pas rater. Et merci beaucoup, monsieur. Eh ben, je vais vous dire une chose, comme j'ai fait avec votre collègue ou votre camarade, je suis de très près les avancements des projets qui sont présentés par les gens que j'accueille ici. Eh ben, moi, je vais vous demander, après une fois que le forum a eu lieu, de convenir sur une date pour me lister un peu le résultat de cette rencontre et puis les grandes lignes qui ont été évoquées. Moi, personnellement, ça me tient à cœur et on va par là même renseigner nos auditeurs, auditrices et toutes les personnes qui sont intéressées des fruits de cette rencontre.
Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ce fut un plaisir de vous avoir. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau sujet à traiter. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur.